Il est 8h34, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous, vous avez l'habitude, tous les matins, 8h30, 9h, notre invité politique, et ce matin, nous recevons Bérengère Couillard, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et chargé de la lutte contre les discriminations. Bérengère Couillard, marche civique contre l'antisémitisme dimanche, avec aussi des rassemblements devant les préfectures à l'initiative des maires de France. Je regardais ce sondage. 69% des Français soutiennent cette marche. Sondage Odoxa pour le Figaro. Ce sont les électeurs du Rassemblement national qui sont les plus réticents, les plus hostiles à cette marche. Tous les partis pensent que les Français sont légitimes d'y participer. C'est-à-dire que tous les partis sont derrière cette marche. Le RN, c'est un peu plus mesuré, les électeurs du RN et les électeurs LFI aussi sont un peu plus mesurés. Bon, Bérengère Couillard, dimanche, est-ce que vous demandez à ce qu'aucun drapeau israélien ne soit brandi pendant la marche ? Écoutez, alors déjà moi je marcherai dimanche, je marcherai pour la République et contre l'antisémitisme. Entre les Invalides et le Sénat. Exactement, et je répondrai à l'appel de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Oui. Concernant les drapeaux israéliens, écoutez, moi j'ai pas d'avis sur le sujet, compte tenu que c'est pas le sujet de la marche. Le sujet de la marche c'est pour la République. Justement. et contre l'antisémitisme. Pas de drapeau ni palestinien ni israélien. Bah, écoutez, sur le principe, je pense que, en fait, quand on défend la paix, je pense qu'il ne faut pas inciter à ce qu'il y ait des tensions. Donc, je pense que c'est préférable qu'il n'y en ait pas. Voilà. Mais j'ai pas après d'avis particulier sur la question. Non, je vous pose la question, Bérengère Couillard, parce que est-ce que manifester contre l'antisémitisme, c'est manifester son soutien à la politique de Benjamin Netanyahou ? Mais non, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je vous rappelle, en 2015, lorsqu'il y a eu une marche, évidemment, après les terribles drames et les attentats que nous avons vécus, lorsque la communauté internationale est venue soutenir la France, elle est venue soutenir la France, elle n'est pas venue soutenir François Hollande. Et de la même manière, nous soutenons le peuple israélien dans les pogroms qu'ils ont vécus et l'atrocité des massacres qu'ils ont vécus, mais en aucun cas nous soutiennons particulièrement la politique de l'État israélien et de Benjamin Netanyahou. Donc la question, elle n'est pas là. Le soutien, il doit être entier envers le peuple israélien qui a connu des actes terroristes effroyables. Nous venons appeler à la paix, au respect des valeurs de la République et à lutter contre l'antisémitisme. Je vous rappelle tout de même qu'il y a plus de 1200 actes antisémites depuis le 7 octobre. On en est à combien là ? 1200, un peu plus de 1200, et en un mois, et ça représente 3 fois plus que ce que nous avons connu l'année dernière. Donc on voit bien qu'il y a une flambée des actes antisémites. Les responsables politiques engagés avec sincérité doivent venir marcher donc dimanche. C'est pourquoi je ne suis pas particulièrement favorable à marcher aux côtés du Rassemblement national pour l'histoire du parti que nous connaissons. Je vais y revenir, Bérengère Couillard, mais le président de la République, Emmanuel Macron, d'après mes informations, vous allez me dire si je me trompe ou pas, ne sera pas là dimanche. Écoutez, je ne sais pas si c'est la place d'un président de la République de venir marcher pour cette marche. Il peut s'exprimer. Oui. Je ne sais pas si il va s'exprimer probablement demain à l'occasion des cérémonies du 11 novembre. Vous confirmez ? Oui, bien sûr. Et puis je vous rappelle que Elisabeth Borne sera présente. Et c'est important que la chef du gouvernement puisse être présente à cette marche. Je ne suis pas sûr que ce soit la place du président de la République. Oui, probablement. Il ne sera probablement pas là dimanche, mais bon, c'est peut-être pas le sujet principal. Non. Vous disiez, je marcherai dimanche. Oui. Le Rassemblement national marchera aussi dimanche entre les Invalides et le Sénat. Vous trouverez dans le cortège loin du Rassemblement national, Bérengère Couillard ? Le plus loin possible. C'est pas moi qui organise évidemment la marche, mais autant dire, le sujet ce n'est pas moi. Oui. Moi, je marcherai aux côtés des Français qui sont engagés avec sincérité. Et donc, quand je dis ça, je dis aussi que les responsables politiques du Rassemblement national, je ne crois pas qu'ils soient engagés avec sincérité. Vous regrettez qu'ils viennent ? Je ne parle pas des électeurs du Rassemblement national qui, en partie, évidemment, ne votent pas pour Marine Le Pen parce qu'ils sont antisémites. Vous regrettez qu'ils soient là, dans cette marche, qu'ils soient présents ?
Je regrette qu'il récupère ce sujet depuis maintenant plusieurs jours. Il n'y a pas que le sujet de cette marche, c'est aussi les multiples interventions de la part des responsables politiques du Rassemblement national, et pas que, de l'extrême droite en général, pour dire ô combien ils sont en soutien des Français de confession juive. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous luttez contre les discriminations. Lutter contre les discriminations, n'est-ce pas accepter le Rassemblement national dans cette marche ? Je vous pose franchement la question. La discrimination envers le Rassemblement national ou le fait que... La discrimination, pourquoi ne pas appeler à l'unité nationale, Bérangère Couillard ? Mais j'appelle à l'unité nationale, mais je veux pas de récupération. Et c'est pour ça que je parle de Français engagés avec sincérité. Et je pense qu'on est largement assez nombreux pour montrer l'unité du pays. La seule chose, c'est que quand vous avez le Rassemblement national qui récupère l'antisémitisme à des fins... En fait, ce parti est né de la haine de l'autre. Et donc... il récupère l'antisémitisme pour pouvoir mieux s'attaquer à l'islam et aux musulmans de France. N'est-ce pas positif le fait que le Rassemblement national soit présent dans cette marche ? Je ne vais pas consacrer toute l'interview au Rassemblement national, que les choses soient claires. Mais n'est-ce pas positif ? C'est ce que dit Serge Klarsfeld, par exemple. Écoutez, il dit c'est positif. C'est positif parce qu'au moins, tout le monde est derrière cette lutte contre l'antisémitisme. Et le Rassemblement national est obligé de s'engager dans la lutte contre l'antisémitisme. Moi, je trouverais intéressant et responsable de la part de Marine Le Pen de revenir sur l'histoire de son parti. Elle n'a pas coupé. Bon, elle a coupé avec son père, peut-être en 2015, lorsqu'il commençait à vraiment être gênant, et qu'elle a voulu continuer la dédiabolisation du parti. Elle a exclu son père de son parti. Mais c'était stratégique. Elle continue à avoir des liens avec le GUD. Elle continue à avoir des liens avec un certain nombre de responsables politiques européens qui sont eux aussi très proches des idées du Troisième Reich. Enfin, à un moment donné, on n'oublie pas. Et donc, moi, je trouve très important qu'elle puisse s'exprimer sur ce sujet. Et elle ne l'a jamais fait. Et elle avait dit à vos confrères qu'elle ne le ferait pas, qu'elle est toujours en fait en soutien de son père, même dans l'adversité. Elle devra le faire pour être élue présidente de la République ? Je pense qu'elle devra le faire pour être élue présidente de la République, mais elle s'est toujours interdit de le faire, et on lui rappellera qu'elle s'est toujours interdit de le faire. Cette marche est-elle salie par les querelles politiciennes ? Franchement. Parce que depuis que cette marche a été annoncée, à l'initiative des deux présidents, et de l'Assemblée nationale et du Sénat, on a l'impression qu'on ne parle que de querelles politiciennes. Alors que l'on devrait parler de quoi ? De la lutte contre l'antisémitisme. Bien sûr, et c'est mon quotidien. Là, vous m'interrogez, Jean-Jacques Bourdin, sur cette question, je vous réponds. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a cette actualité. Et parler de cette actualité avec les actes antisémites qui, je vous le disais, se multiplient, et des Français de confession juive qui ont peur, et sur lequel l'État, évidemment, est au rendez-vous pour pouvoir les protéger et pouvoir faire en sorte qu'ils puissent vivre plus sereinement. Quelques mots sur la France insoumise. Ambiguïté permanente à la France insoumise. Écoutez, il n'y a plus d'ambiguïté, je veux dire... C'est-à-dire, il n'y a plus d'ambiguïté. Jean-Luc Mélenchon a été un fervent défenseur des valeurs de la République pendant des années. Et quand il était au sein de la gauche laïque, aujourd'hui, il ne fait que cliver, du coup... Il ne défend plus la République ? Il défend plus la République. Il n'est plus républicain ? Et puis, le qualificatif ne s'applique pas toujours parce qu'on ne défend plus les valeurs de la République. Je dis juste, il ne défend plus les valeurs de la République. Je dis juste que pour chérir son électorat des Français de confession musulmane, je pense qu'il trahit une partie des valeurs qu'il a défendues pendant longtemps. Est-ce qu'à vos yeux, il est devenu même un allié du Hamas ? Il est surtout devenu un allié des extrêmes, et quel qu'il soit, et pour le coup, il ne fait les choses que il veut conflictualiser. Il veut conflictualiser en permanence, et jusqu'à même renier ses propres engagements qu'il a eu pendant des années. Et donc, savoir s'il fait le jeu du Hamas, je crois qu'il fait surtout le jeu du conflit en France, et je pense qu'il est temps qu'il se calme et que les choses reprennent un peu de sérénité. C'est pour ça que je pense qu'il est important de se réunir pour cette marche, de parler de l'antisémitisme, de la question du vivre ensemble. Je crois que c'est important de la rappeler. Défense des valeurs républicaines. Voilà, bien sûr. Bien sûr que c'est important de marcher pour la République. Que tout le monde marche pour la République. Que beaucoup marchent pour la République, évidemment, mais sans récupération et avec sincérité. Bien, Bérangère Couillard, campagne nationale de lutte contre l'antisémitisme ? Oui. Quand ?
Écoutez, bientôt, on est en train de travailler sur un certain nombre de choses. Vous savez, il y aura bientôt une campagne nationale de lutte contre l'antisémitisme. Il y aura une campagne de lutte contre l'antisémitisme. J'aurai l'occasion d'en parler dans quelques semaines. On est en train de travailler sur le sujet pour faire en sorte de sensibiliser le grand public. Et puis après, il faudra qu'on travaille aussi sur un certain public, notamment les jeunes. Et donc, on est en train de Qui prendra regarder quelle forme, cette campagne? Qui prendra quelle forme? C'est un petit peu tôt pour vous en parler, Jean-Jacques Bourdin. Oui, mais vous savez, puisque vous travaillez dessus. Oui, bien sûr. Donc vous avez quelques informations à nous donner. Je ne vais pas vous demander le détail, mais sous quelle forme cette campagne? C'est une campagne de sensibilisation qui va être présente sur un certain nombre de contenus. Il y aura sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est un petit peu de sensibiliser, de choquer. Voilà. Et puis aussi d'interpeller. Voilà, en souhaitant interpeller sur la question de l'antisémitisme avec des propos un petit peu pas choc, mais en tout cas de pas être dans des clips par exemple à la télé ou à la radio. Exactement. Des clips, donc campagne contre l'antisémitisme et à l'école. Et à l'école, comment allez-vous faire à l'école? Alors, vous savez déjà qu'il y a eu un engagement qui a été pris, c'est de prévoir un séjour mémoriel pour l'ensemble des élèves, c'est-à-dire au cours de leur scolarité. L'idée, c'est favoriser au collège et donc d'avoir un séjour mémoriel ou historique. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Et puis après, il faut combattre aussi l'antisémitisme contemporain et ne pas rester que sur le mémoriel. Et pour ça, on travaille, et particulièrement dans les universités, avec la nomination de référents dans l'ensemble des universités. Ces référents, ils ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel parce qu'ils ont un rôle de sensibilisation des étudiants et également d'accompagnement des victimes, c'est-à-dire qu'ils repèrent des actes antisémites ou racistes ou également LGBT-phobes, parce que c'est plus large, c'est toutes les discriminations, et accompagnent les victimes pour justement qu'ils puissent obtenir réparation. Alors, des référents. Dans chaque université, il y aura un référent. Alors, il y a déjà un certain nombre de référents. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Ça va être généralisé. Ça va être généralisé et on va renforcer leur mission. Et on travaille avec Sylvie Retailleau sur le sujet. Oui, je vous dis ça parce que vous avez vu comme moi, mieux que moi même, les sondages, et ce sondage IFOP récent, 91% des jeunes juifs victimes d'un acte antisémite. C'est des jeunes étudiants juifs. Un acte antisémite et plus de 40% d'entre eux victimes de violences physiques et verbales. Pourquoi? L'islamo-gauchisme progresse dans les universités? Écoutez, je pense surtout qu'il y a, sur les 90% dont on parle, c'est surtout aussi des habitudes. On voit une forme c'est décomplexifié. Enfin, c'est assez facile d'avoir une phrase malheureuse envers les juifs par habitude, avec des blagues potaches. C'est un certain nombre de choses qui sont dénoncées. Sur le reste, et notamment les violences physiques et verbales, nous avons un certain nombre de débordements, notamment, et d'actes antisémites qui sont en effet issus de jeunes de confession musulmane. C'est une réalité, mais aussi pas que. L'antisémitisme est présent dans notre pays. Vous faites un lien entre le wokisme, l'islamo-gauchisme et l'antisémitisme? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Bérangère Couillard, projet de loi immigration. Oui. Je tenais à en parler parce que vous êtes issu de la gauche. Oui. La suppression de l'AME, c'est une bonne idée ou pas? Non, j'y suis défavorable. Après, là, il y a un travail qui est en cours pour justement voir comment les choses peuvent être améliorées. Je suis défavorable à sa suppression parce que je pense que nous devons absolument conserver l'aide médicale d'État, non pas par principe de gauche, c'est simplement en fait une question médicale, c'est-à-dire que les médecins disent qu'il faut conserver l'aide médicale d'État. Pourquoi? Parce que ça protège évidemment les concitoyens français d'un certain nombre de maladies qui peuvent être diffusées et donc il faut soigner les personnes présentes sur notre territoire. Alors qu'il faille regarder à améliorer l'aide médicale d'État, à mieux contrôler l'aide médicale d'État, même si je crois que c'est déjà très bien contrôlé par l'assurance maladie. Pourquoi pas? Donc regardons ce que vont faire les personnes qui sont en charge de ce rapport et puis nous regarderons comment les choses peuvent évoluer. Mais par contre, je ne suis pas d'accord pour la suppression. Ne sera pas supprimée. Alors c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin et c'est ce qu'a dit très clairement aussi Elisabeth Borne en question au gouvernement. Elle ne sera pas supprimée. Elle ne sera pas supprimée, mais par contre il y a un travail en cours pour voir comment on peut améliorer. Et si elle l'est? Bah écoutez, elle ne le sera pas, je crois, à l'engagement politique qu'a pris Elisabeth Borne. L'article 3 sur les métiers en tension,
qui lui a été supprimé par le Sénat. D'ailleurs, le Sénat a réécrit le texte, hein. Il a réécrit la loi. Il y aura débat à l'Assemblée nationale à partir du 11 décembre. Vous allez donc pouvoir réécrire vous-même la loi, enfin pas vous, mais les députés de la majorité. Les métiers en tension, donc article 3 supprimé, remplacé par un article permettant à un travailleur de demander lui-même sa régularisation auprès de la préfecture. Ça vous va ? Écoutez, moi je pense qu'il fallait garder le texte comme il était. Le texte comme il était, il prévoyait de régulariser toutes les personnes qui travaillent dans des métiers en tension. Ça, je ne sais pas. Là, c'est le travail parlementaire. Et je suis respectueuse du travail parlementaire. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, j'étais députée moi-même. Donc, là-dessus, je suis... voilà. On a aujourd'hui... Et en plus, on va avoir un travail important aussi à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que nous sommes dans une majorité relative. Et donc, nous devons aussi travailler avec l'ensemble des collègues des députés. Donc, pour faire passer la loi. Et LR et pas que. Parce que vous savez... Et pas que. Parce et des socialistes. Et d'ailleurs, les socialistes veulent conserver l'article 3. Donc, ils veulent conserver l'AME et ils veulent conserver l'article 3. Exactement. Donc nous allons pouvoir travailler avec un certain nombre de députés pour faire évoluer le texte qui, et c'était clairement dit par le sénateur Retailleau, que c'est un texte de droite qui est sorti du Sénat, et je pense qu'il y a un rééquilibrage et que le texte du gouvernement était beaucoup plus équilibré pour pouvoir passer notamment, et pouvoir trouver consensus à l'Assemblée nationale. Bérangère Couillard, les violences faites aux femmes, journée nationale le 25 novembre. Combien de féminicides depuis le début de l'année ? Nous sommes à 88 féminicides depuis le début de l'année, donc les chiffres ne sont... évidemment, beaucoup trop. Beaucoup trop, les chiffres ne sont pas bons. Alors, je vous pose une question toute simple, parce que j'ai lu tout un tas d'articles sur ces violences faites aux femmes. Où est la stratégie globale ? La stratégie globale, Jean-Jacques Bourdin, elle est depuis maintenant 4 ans. Nous nous engageons depuis 4 ans de façon déterminée dans la lutte contre les violences conjugales. Quel est le budget consacré, par exemple, dans le budget 2024 de l'État, qui est le budget consacré aux violences faites aux femmes ? Alors, c'est beaucoup plus large que ça. Moi, j'ai un budget qui augmente cette année de 10 millions d'euros. Je suis à 76 millions d'euros et c'est pour un certain nombre de politiques. Vous savez, quand on lutte contre les violences conjugales, il ne s'agit pas de mettre de l'argent uniquement sur les violences conjugales. C'est aussi sur une culture de l'égalité. Parce que quand vous avez une société patriarcale, vous avez des violences faites aux femmes et vous avez des violences conjugales. Donc c'est important de lutter plus largement. Il y a évidemment aussi du budget sur beaucoup d'autres ministères. Vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère du Logement, donc ministère de la Santé. Donc vous avez beaucoup de budget et c'est d'ailleurs ce que je vais tâcher de savoir plus justement parce que je mets en place un budget sensible au genre à partir de 2025. Nous travaillons avec Bercy pour justement bien regarder ce que nous mettons en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, ce sera effectif à partir de 2025. Pourquoi est-ce que le terme féminicide n'est pas reconnu dans le Code pénal français ? Parce qu'on n'a pas fait la distinction jusqu'alors dans le Code pénal. Vous savez, il est très large. Est-ce qu'on devrait ? Pas forcément, il est très largement utilisé. Il est aujourd'hui très largement utilisé. Et une loi contre les violences faites aux femmes ? Une loi spécifique. Il y en a eu 5 et j'en ai porté une. Pendant que j'étais députée, c'était la loi issue du Grenelle des violences conjugales qui a permis un certain nombre de choses. Vous savez, on a beaucoup légiféré sur ce sujet pour faire en sorte de mieux protéger les femmes et de mieux sanctionner les auteurs. Mais on a mis aussi beaucoup de dispositifs en place. Il ne suffit pas de voter des lois, on le sait malheureusement. C'est aussi un certain nombre de dispositifs. Lorsque vous augmentez, vous doublez même les places d'hébergement depuis 2017. Nous en avions 5000 lorsque nous sommes arrivés. Nous aurons plus de 11 000 à partir de l'année prochaine. Lorsque vous mettez en place des bracelets anti-rapprochement, des téléphones grave danger, lorsque vous créez des centres de prise en charge pour auteurs pour lutter contre la récidive, tout ça, ce n'est pas issu de loi. C'est bien des politiques publiques que nous engageons avec du budget également de l'État pour permettre justement de faire baisser les violences conjugales en agissant sur la protection des femmes et en faisant en sorte aussi qu'elles puissent partir plus facilement du domicile. Vous voyez, quand vous dites quand est-ce que nous allons mettre en place vraiment une politique, nous la mettons en place et nous continuons. Moi, lorsque je suis arrivée en responsabilité sur ce portefeuille et sur particulièrement l'égalité entre les femmes et les hommes en juillet, il n'était pas question de faire un bilan des 4 ans du Grenelle des violences conjugales, parce que ça fait déjà 4 ans. C'était de dire comment on continue à faire évoluer les dispositifs avec les remontées du terrain. Je vous donne un exemple. Notamment, le fait que les femmes font 7 allers-retours avant le départ définitif du domicile.
Mais parce qu'il y a une emprise de la part du conjoint, mais aussi parce qu'il y a des difficultés pour le départ. Des difficultés dans les démarches administratives, financières, la garde des enfants, les démarches juridiques. Et donc, nous allons nous mettons en place le pacte nouveau départ. C'est en fait un agent de la CAF qui va coordonner le départ des femmes victimes de violences, ce qui va permettre donc de réduire le nombre d'allers-retours. Pourquoi c'est important ? Parce que ces allers-retours, malheureusement, font qu'il y a une montée en tension au sein du domicile et que c'est souvent le moment de la séparation qui crée le passage à l'acte, c'est-à-dire justement les féminicides. Et donc nous souhaitons, par ce dispositif, permettre des départs plus rapides et donc réduire le risque de féminicide. L'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale femmes-hommes, les écarts existent encore. On est de quoi ? Un peu plus de 15%, je crois, en moyenne. Alors, enfin, ça dépend des secteurs, évidemment, ça dépend de privé, public, enfin bon, etc., etc. Mais j'ai vu 15,4%. Exactement. Les femmes sont payées 15,4% de moins que les hommes. Oui, pour diverses raisons. Donc en moyenne 15,4%. Pour le même travail ? Non. Alors, pour le même emploi, on est à 4,2%. Oui. Déjà, c'est une baisse on ne la comprend pas, parce que pourquoi les femmes sont payées 4% de moins ? Oui, pourquoi ? Parce que les femmes, en général, on leur propose moins quand elles arrivent à un poste et que, du coup, il faut davantage se battre pour avoir des augmentations de salaire. Mais vous parliez du 15%, qui est je crois, important, parce que en fait, c'est une moyenne sur l'ensemble des femmes, mais aux mêmes qualifications. Vous avez moins 24% de salaire en moyenne entre les femmes et les hommes. Pourquoi ? Parce que les femmes représentent 30% des temps partiels. Et nous, ce que nous souhaitons faire, c'est lutter contre les temps partiels subis. Nous avons déjà annoncé la création du service public de la petite enfance. Pourquoi ? Parce que nous devons faciliter la garde d'enfants pour permettre aux femmes de reprendre un emploi plus facilement, mais aussi leur permettre de pouvoir avoir une évolution de carrière. Lorsque vous avez une évolution de carrière, vous avez besoin d'avoir parfois des horaires plus extensibles, avec des horaires moins définis, et donc vous avez besoin d'avoir davantage de garde d'enfants pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faciliter l'emploi des femmes. Il y a aussi, évidemment, le sujet de la rémunération. Vous savez, on a mis en place l'index égalité qui permet donc de regarder l'écart salarial dans les entreprises entre les femmes et les hommes et regarder aussi leur progression de carrière, la différence entre les femmes et les hommes. Les entreprises sont notées, elles doivent déclarer leurs résultats et en fonction des résultats, si elles ont moins de 75 sur 100, elles doivent à ce moment-là mettre des actions correctrices. Si ce n'est pas le cas, elles sont sanctionnées. C'est le cas pour celles qui ne déclarent pas. Il y a eu beaucoup de sanctions. Il y a eu plusieurs dizaines de sanctions, notamment pour celles qui n'ont pas déclaré, parce qu'il y en a certaines qui se sont permises de ne pas déclarer. Donc là, pour le coup, on est intraitable. Et là, on est en train de regarder, justement, parce qu'on est au bout des 3 ans de la mise en œuvre de ce premier index, pour justement sanctionner celles qui n'ont pas mis en place d'actions correctrices, alors qu'elles ont été accompagnées, notamment par les services du ministère du Travail. À côté de ça, évidemment, c'est l'engagement qu'a pris Elisabeth Borne lors de la conférence sociale. Elle s'est engagée à remettre à plat l'index égalité pour corriger les biais. Moi, en échangeant avec les organisations syndicales, avec la CGT, avec la CFDT, j'ai pu en effet remarquer un certain nombre de biais, notamment dans les modes de calcul et dans le fait que cet index égalité n'est pas forcément extrêmement transparent et ce qui permet pas de s'en servir comme une base de négociation dans les entreprises. Et donc, c'est quelque chose que nous allons faire évoluer parce que nous souhaitons que ce soit extrêmement efficace et surtout que ce soit accessible dans un très grand nombre d'entreprises françaises, parce que vous savez que les entreprises françaises sont en grand nombre des PME et que dans beaucoup de PME, jusqu'alors, on ne pouvait pas mettre en place l'index égalité. J'ai une dernière question. Est-ce que vous allez généraliser le congé menstruel ? Alors, c'est un sujet, déjà le terme congé me gêne, c'est plutôt un arrêt. Oui, un arrêt. Employeurs privés et publics sont sensibilisés à la question. Est-ce que vous souhaitez une généralisation ? Je suis partagée sur cette question et c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit encore évoluer. L'arrêt pour des menstruations qui sont incapacitantes, parce que c'est bien les règles douloureuses sur lesquelles il faut agir, m'interroge parce que je ne souhaite pas... Arrêt d'une journée ou 2 journées aujourd'hui. Voilà, je ne souhaite pas que... pour les femmes, c'est déjà assez difficile dans le monde de l'entreprise. Je ne veux pas que ce soit stigmatisant pour les femmes. Mais je crois que nous devons accompagner les femmes lorsqu'elles ont des règles incapacitantes et le fait de ne pas avoir à demander un arrêt maladie tous les mois.
Je crois que c'est important. Et donc, de les accompagner, peut-être sur un arrêt maladie qui durerait sur une année, qui permettrait comme ça de pouvoir s'arrêter à bon escient quand les douleurs sont incapacitantes et sont insupportables. Vous savez, c'est déjà le cas aujourd'hui. Oui. Elles vont chez leur médecin et malheureusement, elles vont tous les mois parce qu'elles sont en difficulté. Donc c'est quelque chose sur lequel j'aurai l'occasion d'échanger. J'ai déjà commencé à discuter avec un certain nombre, notamment de parlementaires issus de groupes politiques, particulièrement issus de la gauche. Et donc j'aurai l'occasion de réaborder cette question. Merci beaucoup, Bérengère Couillard. Merci d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h59, vous êtes sur Sud Radio. Évidemment, vous réagissez comme d'habitude, 0826 300 300.